2020 de l'École secondaire de Trois-Pistoles. Nous sommes le 23 janvier. Voilà maintenant 5 mois que nos exposants et exposantes ont entrepris leur démarche scientifique. Cette démarche avait pour but de répondre à une question et de vous communiquer leurs résultats lors de cette rencontre scientifique. Ils sont environ 81 jeunes à avoir travaillé de nombreuses heures à la recherche et à l'élaboration de leur présentation dans le but de partager avec vous leurs connaissances. J'invite M. Olivier Benoît, membre de l'équipe de direction, à venir dire quelques mots. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Ce soir, vous aurez l'occasion de visiter une quarantaine de kiosques, plus de 40 kiosques en fait, portant sur une multitude de sujets à caractère scientifique. Les élèves, qui sont pour la plupart en équipe de 2, vous donneront des explications sur un thème qu'ils ont eux-mêmes choisi en fonction de leur intérêt. Depuis plusieurs semaines, ils y ont investi beaucoup de temps, d'efforts et d'énergie. Ce projet permet de développer leur esprit scientifique, leur créativité, leur autonomie, leur curiosité, leur sens de la recherche et aussi leur capacité de communication, puisqu'ils auront à vous présenter le fruit de leur recherche. J'aimerais finalement souligner le beau travail et la contribution des enseignants en sciences, de M. Martin Villeneuve, technicien laboratoire, bien sûr de nos juges. Merci beaucoup pour votre implication. Et surtout, j'aimerais souligner également le beau travail de nos élèves qui, vous allez le voir, se sont investis grandement dans ce projet. Merci à vous et bonne soirée. Merci, M. Benoît. Il est maintenant temps de vous présenter notre président d'honneur. Ancien élève de notre école, M. Pierre-Alexandre Rioux, c'est toujours drôle de dire ça d'un ancien élève, est présentement pharmacien-chef dans une pharmacie de Saint-Jean sur le Richelieu. Après avoir exercé sa profession à la Colle et à Ville-Mercier et dans plusieurs autres villes du Québec comme pharmacien remplaçant. En 2007, et après ses études secondaires à notre école, il continua en sciences de la nature au cégep de Rivière-du-Loup. Ensuite, il fit son baccalauréat en pharmacie à l'Université Laval, ainsi qu'une spécialisation en gestion de pharmacie. Lors de son passage dans notre école, M. Rioux était très impliqué dans les activités étudiantes et sportives. D'ailleurs, il fut le président du conseil des élèves en 5e secondaire. Son implication se poursuit durant son séjour universitaire. Il a obtenu quelques bourses, dont pour sa contribution dans les comités étudiants, universitaires et professionnels. Il est particulièrement fier de sa bourse de Jean-Antonin Marquis, remise par l'Ordre des pharmaciens du Québec. Je demande à M. Pierre-Alexandre Rioux de venir nous dire quelques mots. Donc, chers élèves, parents et amis, chers enseignants et chers membres de la direction, bonsoir. Il me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous ce soir en tant que président d'honneur de l'Expo Science 2020. Un peu avant le temps des fêtes, j'ai reçu un appel d'un numéro qui m'était inconnu. Je dois vous avouer que j'ai été pris par surprise lorsque j'ai entendu la voix de Martin Villeneuve sur mon répondeur. Je me suis demandé ce qu'il pouvait bien me vouloir. Après tout, ça faisait au moins 10 ans qu'on ne s'était pas parlé. Finalement, me voilà devant vous ce soir. Je suis honoré que le comité organisateur ait pensé à moi. C'est spécial pour moi de remettre les pieds dans mon école secondaire. C'est en 2007 que j'ai obtenu mon diplôme et je ne crois pas y être revenu depuis. J'ai vécu des moments forts dans cet établissement et nombre d'entre eux ont été déterminants pour me rendre où je suis maintenant. Lorsque j'ai accepté l'invitation du comité organisateur, on m'a demandé de vous parler de l'Expo Science. Qu'est-ce que cet événement peut bien représenter pour moi? L'Expo Science représente une occasion de développer plusieurs aptitudes, compétences et caractéristiques qui seront bénéfiques tout au long de votre cheminement scolaire et, à un certain niveau, vous seront bénéfiques pour votre futur emploi. C'est peut-être difficile pour vous d'imaginer que cela peut avoir un impact aussi important. Il y a quelques années, j'étais pourtant à votre place. Je me rappelle que c'était un événement stressant et angoissant. C'est une journée qui demande beaucoup de préparation. Au-delà de ça, l'Expo Science vous permet entre autres de développer votre esprit critique et d'analyse. Par exemple, je sais que vous avez effectué beaucoup de recherches. Votre esprit critique, vous l'avez mis en œuvre en validant la véracité de l'information recueillie. Votre capacité d'analyse vous a permis de sélectionner l'information la plus pertinente à votre travail. Ensuite, l'Expo Science, c'est aussi apprendre à planifier et s'organiser. Pour ce faire, vous avez écrit votre travail et vous vous êtes posé certaines questions. Comment gérer l'information que vous avez recueillie? Comment l'organiser de façon cohérente? Vous avez dû planifier plusieurs étapes comme le montage de votre kiosque,
votre présentation ainsi que votre temps de présentation. Finalement, vous aurez à mettre de l'avant votre entre-gens et vos attitudes en communication pour présenter le sujet que vous avez choisi. Vous devrez vulgariser l'information que vous aurez recueillie pour que nous puissions bien comprendre votre sujet s'il ne nous est pas familier. Voilà donc une partie des qualités et des attitudes qui sont mises de l'avant dans le cadre de cet événement. En terminant, le sujet que vous choisissez de présenter aujourd'hui ne définit pas votre carrière ou votre profession. Après tout, j'ai présenté sur les tornades et je ne suis pas devenu météorologue. J'ai aussi participé au concours visant la fabrication de bolides autonomes et je ne suis pas devenu ingénieur. L'acupuncture était aussi un autre de mes sujets, mais je ne suis pas acupuncteur. Donc, profitez de ce moment pour avoir du plaisir à présenter le sujet qui vous intéresse actuellement. J'ai hâte de vous entendre et de pouvoir échanger avec vous. Merci et bonne exposition 2020. Je profite de la présence de M. Rioux pour régler un petit problème. Il arrive à l'occasion que des élèves oublient ou laissent traîner volontairement des objets dans notre école. Il vient de parler qu'il a fait une petite activité qu'on appelait défi génie inventif, un petit véhicule autonome. Est-ce qu'il se rappelle du nom qu'il a donné à son petit véhicule autonome? Moi, j'ai cru voir dans nos archives que il s'appelait le gorille. C'est ça? Ça se peut? Pire que ça. Mettre en évidence la tête. Donc, je suis très content de remettre le véhicule à Pierre-Alexandre qu'il a fait quand il était au secondaire. Martin l'a gardé précieusement. Donc, OK, on va avoir un autre cadeau un peu mieux que ça pour notre président d'honneur plus tard, faites-vous-en pas. Mais je suis très content de te le revenir. On peut-tu le voir? Merci à Martin. Martin a gardé son Évidemment, l'Expo Science ne serait pas possible sans l'implication de nombreux collaborateurs dans notre école. Merci à eux. Merci aussi à vous tous d'être présents afin de venir partager avec vos enfants leur curiosité ainsi que leurs fruits de leur long travail. Finalement, nous aimerions remercier des acteurs importants dans la réussite de ce projet. Les juges, ils sont 57 de tous les tours d'horizon scientifiques qui ont bien voulu donner leur temps pour venir écouter nos élèves et partager avec eux leurs connaissances et leur passion du monde scientifique. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. De la nourriture du futur. Depuis plusieurs années, il y a des millions de personnes qui se sont converties à un régime dit végétarien, pour plusieurs raisons, mais les deux principales étant le fait que les animaux d'élevage, ils ont beaucoup de maltraitance dans les abattoirs et dans les fermes aussi, et en plus, l'agriculture moderne a un impact environnemental assez élevé. Mais le défaut de cette alimentation, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça n'apporte pas assez de protéines à notre organisme. Alors, moi et mon collègue ici, après plusieurs recherches, on s'est penché sur la question et on est venu à la conclusion que manger des insectes, c'est-à-dire l'entomophagie, sera la nourriture de demain. On va vous expliquer pourquoi. Premièrement, à cause que c'est une agriculture qui est très éco-responsable. Deuxièmement, c'est excellent pour la santé. Et troisièmement, ça serait une excellente solution pour essayer de faire baisser le taux de malnutrition sur la planète. Beaucoup pensent que manger des insectes est une mode récente. Par contre, les Grecs, en
consommait 1000 ans avant Jésus-Christ. Les premiers arrivants sur nos terres, les Amérindiens, les Autochtones, mangeaient plus de 100 espèces d'insectes différentes. Aujourd'hui, les insectes sont consommés par près de 2 milliards d'êtres humains autour du globe, surtout les populations d'Asie et d'Afrique. Les insectes sont aussi servis dans beaucoup de restaurants européens qui offrent sur leur menu comme aliments de luxe. On estime qu'il y a plus de 1400 espèces d'insectes comestibles. À travers le monde, nous sommes presque le seul peuple qui n'a presque jamais goûté aux insectes. On peut en consommer sous forme de craquelin, de farine, de beurre protéiné, de pâtes alimentaires, de poudre à smoothie et il y a même une entreprise québécoise qui a mis au point une bière à base de grillons. J'espère que nous allons bientôt populariser la consommation d'insectes en Amérique du Nord comme partout dans le monde. Comme j'ai dit durant notre introduction, une des plus grandes qualités de l'entomophagie est son respect pour l'environnement. Premièrement, on est dans une ère vraiment critique pour notre planète. C'est le moment de faire des actions concrètes, changer nos habitudes de vie pour essayer de rétablir un peu l'équilibre de notre biomasse. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais selon l'ONU, l'agriculture représente plus de 18% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire 1/5 des gaz à effet de serre sont produits par l'agriculture moderne. La première raison est surtout le fait que le fumier dégage beaucoup de méthane, autrement dit du CH4. Ça, c'est un gaz qui est 22 fois plus polluant que le CO2. De plus, l'agriculture est extrêmement énergivore. 1 kilo de bœuf nécessite 15 000 litres d'eau. Mais il faut faire attention avec cette statistique-là, parce que dans les 15 000 litres d'eau, ils prennent en compte l'eau de pluie qui tombe, autrement dit l'eau verte. Alors en réalité, c'est moins l'eau du robinet, entre guillemets, représente moins de 5 % de l'eau utilisée. Les insectes, quant à eux, utilisent seulement 10 litres d'eau pour 1 kg de grillon et produisent 10 fois moins de gaz à effet de serre durant toute la culture. On peut même créer un véritable cycle de vie avec les insectes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on peut leur donner à manger nos restes de table qui, eux, produiraient du méthane une fois rendus au dépotoir. Alors, on nourrit les insectes avec nos restes de table qui, eux, nous, on se nourrit d'eux après. Alors, on peut voir qu'il y a un beau cycle de vie à entreprendre. Les insectes demandent beaucoup moins de ressources naturelles que l'élevage bovine. Par exemple, pour produire 1 kg de viande bovine, il faut 10 kg de céréales, contre seulement 1,7 kg de céréales pour produire 1 kg de criquet. En conséquence, les élevages industriels ont besoin d'énormément d'espace pour produire leurs céréales qui nourrissent le bétail. Malheureusement, pour avoir toujours plus de terres fertiles, des grandes forêts sont coupées à blanc et même des fois brûlées, car la cendre des forêts brûlées est un excellent engrais. La production d'insectes a besoin de 13 fois moins de surface agricole que l'exploitation du bœuf. Un autre avantage de l'entomophagie est ça serait une solution excellente pour contrer la malnutrition sur la planète. En ce moment, il y a malheureusement plus de 821 millions de personnes qui souffrent de malnutrition. Cette catastrophe sévit surtout au Yémen et en Afrique subsaharienne. La principale raison est les sécheresses qui touchent leurs récoltes. Et les sécheresses, ça a toujours eu lieu, mais depuis plusieurs années, sont vraiment accentuées à cause des changements climatiques, le réchauffement de la Terre et tout. Et en plus, ce qui est triste, c'est que ces populations-là sont souvent très défavorisées, fait qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour avoir plein de machines pour irriguer l'eau vers leur champ. Donc, manger des insectes sera la solution idéale pour ces peuples-là, parce que ça demande très peu d'infrastructures, donc peu d'argent. Et en plus, c'est une ressource qu'ils trouvent à portée de main proche de chez eux. Il y en a en quantité abondante dans leur territoire. Maintenant, je vais vous parler des valeurs nutritives. Savez-vous que la viande est la protéine la plus consommée dans le monde?
Et savez-vous qu'est-ce qu'une protéine? En gros, une protéine est l'une des 3 familles de macronutriments indispensables à la vie. Les protéines sont composées principalement de protéogènes, communément appelés acides aminés. Ici, on a de la poudre de grillon. La poudre de grillon a une très bonne valeur nutritive, car elle contient 2 fois plus de protéines que le bœuf, 7 fois plus de vitamine B12 que le saumon, 2 fois plus de calcium que le lait, 3 fois plus de potassium que les bananes et 2 fois plus de fer que les épinards. En conclusion, c'est pour toutes ces raisons qu'on croit que l'entomophagie sera la nourriture du futur. Le seul problème qui, pour nous, met les freins un peu à cette alimentation, c'est le facteur un peu dégoûtant, entre guillemets, que les gens peuvent avoir vis-à-vis cette alimentation. Mais pour moi, une fois que cette barrière mentale va être brisée, l'entomophagie va vraiment devenir populaire dans toutes les régions du globe et on l'espère beaucoup. De nos vies depuis toujours. Qu'elles soient seulement désagréables ou au pire mortelles, elles rendent nos vies plus difficiles, chacune à leur niveau et à leur façon. On en connaît beaucoup, soit la grippe, le cancer ou le rhume, mais il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas beaucoup et on voulait nourrir notre curiosité à ce niveau. Nous avons trouvé une maladie que nous n'avons pas entendu parler, l'encéphalite. Nous avons supposé qu'elle attaque l'encéphale, qui est composé du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. Nous demandons si les personnes souffrant de cette maladie peuvent retrouver le bon traitement à temps. Nous allons présenter quelques types de cette maladie, les causes, les symptômes et les traitements possibles. L'encéphalite est une inflammation du cerveau qui surgit quand un virus l'infecte ou quand une bactérie, un vaccin ou autre cause provoque cette inflammation. La moelle épinière peut être aussi atteinte avec conséquence un trouble nommé l'encéphalomyélite. Il y a plusieurs types de cette maladie-là. Premièrement, il y a l'encéphalite épidémique, dont la fréquente est occasionnée par soit un entérovirus ou un arbovirus. Les hommes sont couramment touchés par ceci à cause d'un piqûre d'arthropodes, souvent des moustiques, des tiques ou des puces, qui ont attrapé ce virus en piquant des humains ou des animaux atteints de cette maladie. Les maladies se manifestent le plus souvent durant la saison chaude, car les moustiques se piquent fréquemment durant celle-ci. La bonne nouvelle est ce n'est pas transmissible entre les humains. Voici quelques exemples de types qui touchent principalement les États-Unis et sont causés par des moustiques. Premièrement, il y a l'encéphalite de la crosse. Les victimes sont surtout des enfants et sont en contact avec ce virus, qui est généralement présent dans le Midwest et rarement mortel, avec une statistique de moins d'1% de décès. Il existe également l'encéphalite équine de l'Est, qui est principalement vue dans l'Est des États-Unis. Les adultes âgés de plus de 55 ans et les jeunes enfants sont touchés. Ceux-ci de moins d'1 an peuvent avoir des lésions cérébrales ou nerveuses permanentes. Plus de la moitié des infectés meurent. Ensuite, il y a l'encéphalite sporadique. Le virus herpès simplex de type 1 en est souvent la cause. Il est le déclencheur d'environ le tiers des cas d'encéphalite. Et les personnes les plus touchées sont âgées de 20 à 40 ans. Elle peut apparaître à tout moment et tuer ses victimes si on ne la traite pas. Dans les pays en développement, la source la plus fréquente est la rage. Il y a aussi une encéphalite liée au VIH qui est causée par une infection cérébrale à évolution lente produite par ce virus. La réactivation d'un virus que vous avez déjà eu peut également inciter l'arrivée d'une encéphalite. Le cerveau peut être sévèrement abîmé et l'infection peut se reproduire longtemps après son départ.
Il peut être difficile de déchiffrer et de dépendre la cause de l'inflammation. Il y en a qui peuvent survenir avant ceux de l'encéphalite, tels que les symptômes digestifs, comme par exemple des diarrhées, des douleurs abdominales et des douleurs abdominales. On peut les mystifier pour des signes de rhume ou de grippe, car on peut aussi avoir un mal de gorge, une augmentation du volume, des ganglions ou une rhinorrhée, qui est un écoulement du nez. Ceux de l'encéphalite causés par les virus hypersimplex sont au début des migraines ou de la fièvre. Les individus ont aussi des convulsions, des flashbacks, des émotions intenses lorsque la maladie gagne du terrain. Les victimes sont atteintes de confusion, des troubles de diction et de mémoire. Les crises convulsives arrivent plus souvent et mènent au coma. L'encéphalite associée au VIH, quant à elle, peuvent apporter des changements progressifs de la personnalité, des troubles de coordination et de la démence. Les symptômes les plus ressentis sont une démarche chancelante, des courbatures dans les muscles ou les articulations, la fatigue et somnolence. Ils sont sensibles à la lumière et ont une rigidité dans le cou. Si l'encéphalite devient plus sérieuse et que les victimes n'ont pas de soins, ils peuvent être agités, souffrir hallucinations, peuvent aussi avoir une perte de conscience, de sensation ou être paralysés dans certaines zones du visage ou du corps. Avoir une faiblesse au niveau des muscles ou une vision trouble. Si le jeune enfant est atteint de cette maladie, il se peut qu'il ait des nausées et vomissements, qu'il pleure incessamment, qu'il soit irritable, que son corps soit rigide et que ses fontanelles soient creuses. Cependant, si la moelle épinière est également affectée, cela peut amener à des troubles de sensation et une impuissance musculaire à certaines parties du corps, tout dépendant aux zones de la moelle épinière frappée. Si l'infection s'aggrave, on peut constater la perte de la sensibilité et du pouvoir sur la vessie et les intestins. Pour ce qui est du diagnostic, les spécialistes font généralement IRM, qui est imagerie par résonance magnétique. Si ce n'est pas possible, ils font une tomodensitométrie. Ils prennent l'analyse du LCR, qui est un liquide céphalo-rachidien, et de sang, et mesurent l'activité cérébrale. Même si les bilans sont complets, il est rare de trouver la cause de l'encéphalite. La récupération d'une encéphalite sur le site de l'encéphalite virale peut nécessiter un temps très long. Mais la gravité des épidémies dues au même virus arrive d'une année à l'autre. Des déficits neurologiques sont fréquents chez les patients qui survivent après une infection sévère. Le traitement de support comprend celui de la fièvre, la déshydratation, des troubles électrolytiques et des convulsions. Pour tous les types d'encéphalite, il faut une combinaison de médicaments afin d'empêcher les convulsions, de l'alimentation intraveineuse et un respirateur artificiel si besoin. Selon l'agent infectieux qui a causé l'inflammation, les médicaments que les patients ont besoin peuvent être des antiviraux, antibiotiques ou antiparasitaires. Ils doivent aussi faire de la rééducation pendant des mois pour avoir la même fluidité de mouvement qu'avant d'être malade ou pour réapprendre à parler selon les cas. Et pour conclure, il existe plusieurs types d'encéphalite, tout avec leurs propres causes, leurs symptômes et les traitements. Il faut être à l'affût car au début, les symptômes peuvent passer inaperçus car on peut croire qu'il annonce un grippe ou un rhume et non une inflammation du cerveau. Il est encore difficile de diagnostiquer cette maladie. Des spécialistes peuvent croire que le patient souffre d'une maladie mentale, alors il prescrit un médicament pour celle-ci. Il faut donc rester renseigné et bien surveiller les symptômes qu'on peut vivre.
L'hypothèse était donc verdict. C'est l'encéphalite qui est touché. L'encéphale qui est touché. Et pour répondre à notre question, oui, les patients ont un traitement lié à la cause de l'inflammation, mais ils sont diagnostiqués tard, alors ils recevront les traitements tard également. Cependant, nous nous posons une autre question. Quelles sont les autres maladies méconnues ou inconnues de la société et les personnes atteintes pourront-ils un jour avoir un bon diagnostic?